Bonjour et bienvenue sur Un de droit. Aujourd'hui, j'aurais souhaité revenir avec vous sur l'un des arrêts les plus importants qu'a rendu la Chambre sociale, qui est l'arrêt Société Générale. Et à travers cet arrêt, la Cour de cassation a défini la manière dont on pouvait caractériser le lien de subordination. Et c'est un critère qui est absolument déterminant dans la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail. Alors voyons d'abord quelle est la problématique. Et pour ça, prenons un exemple concret. Vous avez recours au service d'une femme de ménage et d'un plombier. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi vous êtes lié à votre femme de ménage par un contrat de travail alors que vous ne l'êtes pas vis-à-vis de votre plombier. D'accord ? Donc, vous voyez que la question qui se pose dans la reconnaissance du contrat de travail, c'est de savoir comment on peut distinguer un travailleur indépendant d'un salarié. Et à travers cette problématique, d'ailleurs, apparaît une autre problématique qui est celle de la fraude au contrat de travail. Et il y a en effet de plus en plus de pseudo-entrepreneurs. Des pseudo-entrepreneurs, c'est-à-dire qu'en fait des personnes qui s'inscrivent comme étant auto-entrepreneurs alors qu'en réalité ils sont salariés. Vous voyez par exemple, si on reprend l'exemple du plombier, un plombier qui travaillerait pour une entreprise de BTP mais avec un statut d'auto-entrepreneur, on se dit il y a quelque chose qui cloche. Normalement, il devrait être salarié. Et surtout, cette fraude au contrat de travail, elle se développe énormément avec des entreprises comme Uber ou Deliveroo. Alors, laissez-moi reformuler un peu l'idée. Je ne dis pas que c'est automatiquement et systématiquement de la fraude d'être auto-entrepreneur pour Uber et Deliveroo, mais vous voyez bien qu'avec l'ubérisation de la société, vous avez des plateformes comme celle que je viens de décrire qui ne veulent pas avoir des salariés et qui vont donc avoir recours à des auto-entrepreneurs pour exercer une prestation de service dans des conditions qui ressemblent quand même beaucoup à un lien de subordination. Et je vous renvoie sur ce point aux deux précédentes vidéos que j'ai faites, sur l'arrêt Take It Easy de novembre 2018 et sur l'arrêt de la Cour d'appel de janvier 2019 concernant Uber. Où, dans ces deux cas, la Cour de cassation et la Cour d'appel de Paris ont considéré que un livreur et un chauffeur étaient liés à ces plateformes par un contrat de travail. Donc on verra si cette position perdure dans le temps, mais à l'heure actuelle, vous voyez que les juges sont enclins à reconnaître des statuts de fraude au contrat de travail des pseudo-entrepreneurs qui en réalité sont des salariés. Et la problématique se pose également pour d'autres professions comme les médecins ou les avocats. D'accord ? Donc c'est pas vraiment une problématique qui est liée aux plateformes numériques. Alors, quels sont les enjeux pour le salarié de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail ? Il faut comprendre ces enjeux parce qu'ils sont doubles. D'abord, vous avez des enjeux au regard du droit du travail. Et ils sont assez nombreux, je ne vais pas tous les énumérer ici. Vous avez d'abord le fait que le salarié va pouvoir prétendre au paiement d'un salaire, que ce soit le SMIC, c'est-à-dire le minimum légal, ou le minimum conventionnel. Le salarié va également pouvoir solliciter le paiement d'heures supplémentaires et de congés payés, ce que vous n'avez pas lorsque vous êtes auto-entrepreneur ou travailleur indépendant. Il pourra éventuellement aussi bénéficier du congé maternité, du congé paternité, et évidemment, il pourra bénéficier du droit du licenciement. C'est-à-dire qu'à la fin de la relation de travail, si elle a été rompue par soi-disant le donneur d'ordre, entre guillemets, en réalité, il s'agit d'un licenciement, et donc un licenciement qui est sans cause réelle et sérieuse, qui permet aux salariés de solliciter le paiement des indemnités, alors qui sont a priori soumis au barème Macron, mais il y a certains juges qui viennent d'écarter les barèmes Macron, et sur ce point, je vous renvoie à l'autre vidéo de la chaîne à propos du Conseil de prud'homme de Troyes et du Conseil de prud'homme d'Amiens, et le salarié pourra également solliciter le paiement d'une indemnité de préavis. Donc ça, c'est tous les enjeux pour le salarié au regard du droit du travail. Mais il ne faut pas oublier que la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail fait que le salarié doit lui aussi être affilié au régime général de la sécurité sociale. Et donc il y a des répercussions de cette requalification de la relation en contrat de travail au regard du droit de la sécurité sociale. Je vous en donne quelques exemples. Tout d'abord, il pourra bénéficier de l'assurance chômage,
contrairement à un travailleur indépendant. Et vous voyez que quand on a travaillé longtemps comme un faux prestataire de service et qu'on obtient la requalification de toute la relation en contrat de travail, eh bien on peut percevoir des indemnités d'assurance chômage assez conséquentes. Le salarié pourra également, grâce à son affiliation au régime général, bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale, du régime des retraites de base et conventionnelles qui sont quand même plus généreux à l'heure actuelle que ceux des travailleurs indépendants. Et, pardon, j'ai oublié d'évoquer ça dans ma slide, mais il pourra également faire reconnaître l'existence d'un accident du travail ou d'un accident de trajet si jamais il a eu un accident lorsqu'il était prestataire de service. Voyons maintenant cet arrêt donc, du 13 novembre 1996. Et voici l'attendu de principe de la Cour de cassation. Elle nous dit que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur. Et la Cour de cassation va définir comment on peut prouver cette autorité. Et pour pouvoir prouver cette autorité, il faut démontrer que l'employeur a le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de la prestation de travail et de sanctionner les manquements de son subordonné. Donc ça, c'est le premier rapport de l'arrêt Société Générale. Il nous définit comment on peut caractériser le lien de subordination. Et l'autre rapport de l'arrêt Société Générale, c'est qu'il opère en fait un revirement de jurisprudence. Et dorénavant, la Cour de cassation considère que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination. Mais c'est simplement un indice, vous voyez. C'est plus le critère déterminant de la reconnaissance d'un contrat de travail. Donc, avant l'arrêt Société Générale, dès lors qu'on arrivait à prouver l'existence d'un service organisé, on considérait que toutes les personnes du service organisé étaient des salariés. Dorénavant, ce n'est plus le cas. Le service organisé, on peut essayer de le démontrer, mais malheureusement, à lui seul, il ne permet pas de reconnaître l'existence du lien de subordination et donc à travers le lien de subordination, l'existence d'un contrat de travail. Revenons sur la première partie, donc, pour pouvoir démontrer l'existence d'un lien de subordination, de manière très synthétique, il faut démontrer 3 pouvoirs. Le pouvoir de direction, celui de donner des ordres et des directives, le pouvoir de contrôle, contrôler l'exécution de la prestation de travail, et le pouvoir de sanction, sanctionner les manquements de son subordonné. Donc vous voyez, dorénavant, le lien de subordination, il est caractérisé par la réunion de ces 3 pouvoirs. Évidemment, le pouvoir le plus important, c'est le pouvoir de direction. Et quand si vous regardez les vidéos que j'ai faites à propos de Uber et de Take It Easy, c'est bien ça que met en évidence la Cour de cassation et la Cour d'appel de Paris. C'est que Uber ou Deliveroo ou Take It Easy, ils donnent des ordres et des directives aux coursiers, aux chauffeurs. Ils leur disent précisément, via la plateforme numérique, vous irez chercher le repas à tel endroit pour le livrer à tel autre endroit, vous irez chercher le client à tel endroit et vous aurez un parcours à effectuer pour que la personne arrive à sa destination finale. Le pouvoir de contrôle, lui, il est aussi important. Il découle bien évidemment du pouvoir de direction et si je reprends encore les arrêts Take It Easy et Uber, là, la Cour de cassation avait dit, par exemple, que ce contrôle sur l'exécution de la prestation de travail, il se matérialise comment, il se concrétise comment? Par le phénomène de la géolocalisation du chauffeur ou du coursier. À tout moment, Uber, Deliveroo, Take It Easy, ils savent exactement où est le coursier, où est le chauffeur. Et même dans le cas d'Uber, il contrôle l'itinéraire qui a été emprunté par le chauffeur. Et si son itinéraire n'est pas suffisamment efficace, ils le font savoir au chauffeur. Et enfin, le pouvoir de sanction. Le pouvoir de sanction, dans les 2 cas, en fait, il se faisait par un système de strike pour les livreurs à vélo et par un système aussi de pénalisation dans le cadre d'Uber qui, à terme, et la pénalité la plus forte, c'était d'être déconnecté de l'application Uber et donc de ne plus pouvoir être chauffeur pour Uber. Donc vous voyez que dans les arrêts récents qui ont été rendus sur cette problématique de la reconnaissance du contrat de travail, à chaque fois, les juges
se donne le mal d'identifier ces trois pouvoirs. Et donc, si d'aventure vous allez devant un juge prud'homal pour essayer de faire reconnaître que vous n'êtes pas auto-entrepreneur, mais qu'en réalité vous êtes salarié, eh bien, ce sont ces trois preuves que vous devrez apporter, que l'on vous a donné des ordres et des directives, qu'on a contrôlé l'exécution de votre prestation de travail et qu'on a sanctionné vos éventuels manquements. Sur le service organisé. Alors, je voudrais juste dire quelques mots là-dessus parce que ça me semble être une question qui mérite d'être approfondie. Le service organisé, on vous dit maintenant, depuis l'arrêt Société Générale, c'est un simple indice. Mais c'est un indice qui, finalement, ne sert pas à grand-chose. Je pense même pouvoir dire qu'il ne sert à rien. Pourquoi? Parce que si vous analysez la jurisprudence de la Cour de cassation, de la Chambre sociale, à propos de tous les arrêts qui ont été rendus sur le service organisé, dans la moitié des cas, on vous dit il y a un service organisé, donc on peut reconnaître l'existence d'un contrat de travail, et dans l'autre moitié des cas, on vous dit il y a un service organisé, mais il n'y a pas de contrat de travail. Donc vous voyez qu'un indice qui ne permet pas d'orienter la décision du juge, c'est un indice qui ne sert à rien. Mais je pense que on peut utiliser cet indice pour modifier, alors là, accrochez vos ceintures parce que c'est une idée qui est nouvelle et à mon avis, elle mérite d'être plaidée. On peut utiliser le service organisé pour opérer une répartition différente de la charge de la preuve. Je m'explique. Quand vous avez un service organisé, et j'avais vu ça dans un des dossiers que j'avais instruit, vous avez parfois, en fait, en l'occurrence, c'était une banque. Donc, dans ce service organisé, vous aviez plein de salariés qui appartenaient à cette banque, et vous aviez une personne qui était travailleur indépendant, parce qu'elle était graphiste, et en gros, on lui demandait d'intervenir pour faire des supports publicitaires. Donc, vous voyez qu'elle avait une activité de graphiste, et c'est pas vraiment le métier du banquier de donner des ordres et des directives à un graphiste. Mais néanmoins, cette graphiste, vous voyez, elle était soumise aux horaires de la banque, elle était soumise au code vestimentaire de la banque, elle avait une adresse email au nom de la banque, tout son travail était sur les serveurs de la banque. D'ailleurs, elle n'avait même pas d'outil de travail propre à elle. Elle travaillait donc au sein de cette agence bancaire et la Cour d'appel m'avait dit il y a effectivement un service organisé, mais il n'y a pas de contrat de travail. Et je pense qu'en fait, la question, elle était mal posée, qu'on aurait pu la poser différemment. Normalement, depuis l'arrêt Société Générale, c'est au travailleur d'apporter la preuve de ces trois pouvoirs que je viens de vous évoquer. Donc toute la charge de la preuve, en fait, elle repose sur le travailleur qui demande la reconnaissance du contrat de travail. Mais à mon sens, le service organisé, ça permet de faire une inversion de la charge de la preuve. Une inversion de la charge de la preuve, pourquoi? Parce que, vous voyez que dans l'exemple que je vous ai donné là, le salarié peut très bien dire, voilà, il existe un service organisé. Tous les autres membres de ce service organisé sont salariés, et moi je ne le suis pas. Donc il y a bien une rupture d'égalité entre eux et moi. Et dès lors qu'il y a une rupture d'égalité, on bascule dans un autre régime probatoire, régime dans lequel c'est à l'employeur d'apporter la preuve de la raison objective qui justifie cette rupture d'égalité. Donc, si vous voulez résumer mon idée, vous voyez, le service organisé, il permet de mettre en évidence une rupture d'égalité, et dès lors qu'on est dans le régime de la rupture d'égalité, le salarié n'a juste qu'à prouver cette rupture d'égalité, et c'est à l'employeur d'apporter la preuve qu'elle est objectivement justifiée. Donc ça, vraiment, c'est un peu compliqué, mais si vous la reprenez tranquillement, vous verrez qu'elle est assez simple, et il faudrait qu'elle soit plaidée, parce que la Cour de cassation n'a jamais eu encore à trancher cette question, et je pense que le service organisé, il va peut-être prendre un nouvel élan grâce à ça, grâce aux conséquences qu'il a en termes de répartition de la charge de la preuve. Alors, l'idée que je viens de vous donner ici, bien évidemment, elle ne fonctionne que dans le cadre où le service organisé est composé essentiellement de salariés et de quelques travailleurs indépendants. L'idée que je viens de vous donner là, elle ne fonctionne pas avec des entreprises comme Uber ou Take It Easy, puisqu'il y a
pas de salariés du tout. Donc vous voyez, il peut y avoir un service organisé, mais c'est pas pour autant ça qui permet de démontrer l'existence d'une rupture d'égalité. Voilà, donc je pense que j'ai fait à peu près le tour de cet arrêt Société Générale, de la manière dont on définit le lien de subordination. Je vous remercie pour votre attention et surtout n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur 1, 2, droit. À bientôt.